Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 88e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode. Andrei Vasilevski. Je pensais vraiment que t'allais prendre Patrick Kane, bizarrement. Ouais, non, moi, je sais. Écoute, je pense que c'est la rareté aussi du phénomène. 88 comme un gardien de but, c'est spécial. C'est le seul de l'histoire à l'avoir porté. Je t'en passe ce papier. Il y avait 32 joueurs et un gardien sur la liste. Bref, pour ce 88e épisode de Dans les Gradins, bon, premièrement, on fait un petit tour. On va parler du Australian Open, du Open d'Australie, parce que bon, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas jasé tennis dans ce segment le long de la ligne. On a quelques points à adresser par rapport au Open d'Australie. On va en jaser dans quelques instants. Par la suite, si on a le temps, bien sûr, on va entrer en détail un peu sur l'addition de Jackson Lecombe du côté de la formation américaine pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Mais ça, c'est si on s'emballe pas trop dans notre tennis. Ce qui veut donc dire qu'on ne parlera pas de Jackson Lecombe. Finalement, les segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 88e épisode de Dans les Gradins. Mais pour débuter, Phil, bon, on parle de tennis. Évidemment, en 2026, il y a plusieurs joueurs et joueuses canadiennes de tennis. Puis il y en avait plusieurs en lice pour l'Open d'Australie. Un rendement un peu moindre. Déjà, il n'en reste qu'une survivante, c'est Victoria Mboko. Mais bon, parlons de ceux qui ont tombé au combat dans les débuts d'ailleurs du Open d'Australie. Bon, notamment Auger Aliassime qui s'est retiré de la première ronde face à Nuno Borges. T'en penses quoi du rendement d'ailleurs canadienne jusqu'à présent? Ouais, ok, on peut commencer sur Auger Aliassime déjà parce que, bon, pour lui, c'est dommage. C'est dommage, tout simplement. Je pense que c'est un joueur même sur qui on avait... Il y a peut-être des gens qui pariaient pour aller éventuellement perturber ou remporter même cet Open d'Australie. Évidemment, oui, ça prend un énorme effort là, pour réaliser ça. Mais ça reste que, vu sa forme récente, très bien fini l'année 2025, il s'amenait en 2026 vraiment comme un joueur de premier plan. Puis un adversaire coriace pour quiconque était sur son chemin là, dans le tableau. Puis c'est juste malheureux parce qu'il a joué une excellente première manche. Je l'ai regardé. Il dictait le jeu. Il avait l'air du Félix qu'on a vu en fin d'année 2025. Puis finalement, c'est son corps qui l'a trahi. Ouais. Puis ça, c'est plate, mais ça arrive. Puis écoute, je pense pour lui, ce sera juste de retrouver la forme puis de se préparer pour ce qui va être une longue saison. Évidemment, on fait juste commencer. C'est plate comme ça de commencer l'année sur une blessure, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de temps pour s'en remettre. Prochain tournoi majeur, là, c'est seulement dans plusieurs mois. Donc, il va déjà commencer à penser à ça, puis essayer de retrouver le chemin de la victoire, puis juste s'assurer qu'il est en synchronisme avec son corps, puis conscient de comment il se sent sur le court. Ouais, puis bon, du côté d'Auger Aliassime, c'est pas la première fois qu'on le voit se retirer d'un grand chelem de la sorte non plus. On ne peut qu'espérer que c'est pas quelque chose qui va continuer jusqu'à sa début trentaine, parce que là, à un moment donné, tu veux essayer de compétitionner dans une saison. Ça, là, tu es 7e tête de série après tout dans ce tournoi-là. Tu veux faire plus. Quand même. Il est encore jeune, c'est sûr, mais à un moment donné, les opportunités vont manquer, puis le corps, il s'améliore pas en vieillissant, à part pour quelques exceptions peut-être. Là, c'est un Novak Djokovic qui, lui, bizarrement, comme on avait l'impression que la forme physique, ça le rattrapait jamais. Mais là, les dernières années, on voit que même pour lui, son corps n'est pas invincible. Donc, il faut être conscient de ça. Puis chaque opportunité, faut la prendre avec le plus grand des sérieux parce que tu sais pas c'est laquelle ta dernière, dans le fond. Ouais. Puis, c'est ça pour l'histoire courte, là, Auger Aliassime qui a perdu contre Nuno Borges. Le Portugais, lui, c'est quand même un bon joueur. Là. Déjà il continue il est toujours en lice, d'ailleurs. Toujours en lice. Déjà été une tête de série aussi en Grand Chelem. Là, donc, il s'est certainement rapproché du top 30 dans sa carrière. Donc, pas un joueur à négliger non plus, mais je
pense qu'Auger Aliassime avait ce match-là en poche si son corps ne le lâchait pas. Ouais, et bon, ça a été de même pour Stakusic du côté féminin, un autre retrait en première ronde. Bon, celle-là, on la connaît un peu moins aussi, Stakusic, comparativement à Félix Auger-Aliassime, mais c'est un retrait qui a quand même fait mal à une petite portée de Canadiens-Canadiennes qui, tentent tranquillement, mais sûrement de se faire une place dans le monde du tennis. Et là, ce qui veut donc dire que, bon, il restait Victoria Mboko, restait Denis Shapovalov notamment. Ouais. Et quand je dis restait, c'est que, bon, Denis Shapovalov qui a écopé du coup droit puissant de Marin Cilic dans ce match de deuxième tour. Puis, en regardant des faits saillants qui sont étendus là, sur plusieurs minutes, on remarque à quel point Shapovalov, ça s'est joué dans sa tête pour la moitié du match, vraiment. C'était pas un match où on a vu un Denis Shapovalov en pleine capacité de ses moyens. Mais on a vu du bon tennis du côté de Marin Cilic. Et ça, bizarrement, j'aime ça. Ça me dérange pas du tout de voir un Marin Cilic un peu plus en forme, mais pas au dépend de notre Canadien. Non, c'est certain. Cilic qui a connu certaines résurgences là, fin de la dernière saison. Je pense qu'il a fait notamment une ronde des 16 en Grand Chelem. C'était à Wimbledon, si je ne me trompe pas. Puis, écoute, c'est quand même un joueur qui a connu du succès dans sa carrière. C'est un joueur qui peut toujours causer des difficultés à des adversaires quand même coriaces là, dans les tableaux. Écoute, je pense qu'il a 37-38 ans. Fait que, écoute, je pense que c'est un joueur qui est à la portée de Denis Shapovalov à ce temps-ci de sa carrière, mais il s'est battu lui-même. Il s'est battu lui-même, Shapovalov. Tu regardes les statistiques de ce match-là, 7 doubles fautes pour Shapovalov, 42 fautes directes et seulement 12 coups gagnants. Et 103 manches, soit dit en passant. Si tu veux faire un différentiel avec ça, c'est un différentiel de moins 30. Donc, beaucoup trop de fautes directes. Mais ça va avec son style de jeu. Il a toujours été un peu comme ça. Puis, il va arriver des journées sur le court où il va jouer de la même façon, mais tout tombe dans les lignes. Puis là, c'est l'inverse à ce moment-là. C'est des coups gagnants après coups gagnants. Donc ça, c'est une mentalité pour Shapovalov. Ça a toujours été comme ça. Est-ce qu'il va la changer? Est-ce qu'il va demeurer dans cette même veine-là? Ça, c'est à voir avec son entraîneur, etc. Il y a eu quelques changements d'entraîneur au cours de sa carrière aussi. Fait qu'on ne sait pas toujours où il en est mentalement aussi. C'est un joueur qui peut avoir qui peut te dérouter là, un petit peu dans un match, c'est clair. Donc, c'est une performance décevante pour lui, encore une fois, mais écoute, début de saison, c'est sûr que si tu arrives sur le court puis tu penses que tu vas juste frapper des coups gagnants partout, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y en a très peu là, qui peuvent juste se remettre dans le jus aussi rapidement. Puis, bon, on va le suivre quand même au cours de la saison. C'est un joueur, évidemment, qui est encore jeune aussi, qui cherche encore à percer un petit peu au sein de ce circuit. C'est quand même, 21e table de série, je pense. Donc, il va essayer de demeurer justement dans ce top 32-là tout au long de la saison pour se donner justement cet avantage-là en se rendant dans les tableaux. C'est le même objectif pour Auger-Aliassime. C'est le même objectif. Auger-Aliassime, même plus, là, je dirais. Et rester dans le top 10 pour Auger-Aliassime, ce serait très bien. Diallo, même chose. On n'a pas encore parlé d'eux, mais... Bon. Aimerait bien se glisser dans le top 32 aussi pour ses prochains grands chelems. Là, c'est dommage, il n'ira pas chercher grand point, mais écoute, c'est victime d'un mauvais tirage au sort, Gabriel Diallo, dans ce tournoi-là. Il a disputé un excellent premier set. Je vais le dire, j'ai regardé ce match-là face à Alexander Zverev. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même le 3e mondial. Là. Et finaliste de l'an passé. Oui, et finaliste de l'an dernier. Puis certains diront 3e perpétuel. C'est ça, j'ai dit. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça sa situation. Numéro 3 collé dans le front pour Sacha Zverev, vraiment. Écoute, on va pas se mentir, mais ça reste un numéro 3. Puis c'est un bon numéro 3 aussi. Si tu le mets... c'est sûr, là, on avait le Big 3 avant, mais si tu le mets face à un numéro 4, par exemple, de cette époque-là, je pense qu'il est compétitif là, dans un match comme ça. Fait que c'est un joueur extrêmement solide quand même, Alexander Zverev, surtout que maintenant, il semble un peu plus cliqué mentalement. Là. Je pense qu'il a développé un peu cet aspect-là de son jeu. Mais premier set,
sa lecture du service de Diallo n'était pas là du tout. Vraiment faible, là. Il semblait pas vraiment. Ils disent pick-up là, la balle à partir de la raquette de Diallo sur son service. Fait que ça lui a causé des problèmes au début. C'était leur premier affrontement entre les deux. Deux joueurs qui, évidemment, aiment beaucoup dicter et mener avec leur service. Oui. Puis c'est Diallo qui le faisait en première manche. Puis j'ai été vraiment impressionné de ça. Mais ça a basculé en deuxième manche parce que Zverev il a démystifié son adversaire, je pense. Puis il savait un peu plus qu'est-ce que Diallo allait faire. Puis Diallo, je pense qu'il reste encore un peu prévisible comme joueur. Là. Pas assez de maturité dans son jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas tous les outils encore. Il n'y a pas toutes les tactiques là, dans son arsenal. Mhm. Mais c'est pour ça que Zverev a été capable de s'ajuster quand même assez facilement puis de remporter 3 manches consécutives sans trop de problèmes. Mais en première manche, là, il a montré quand même Diallo qui était capable là, de dicter puis de mener le jeu face à un joueur là, de grande classe. Fait que Ouais. ça, c'est bien. Puis écoute, je vais juste encore mettre ça dans la catégorie de bonne expérience positive pour lui parce que ça fait pas longtemps là, qu'il fait des tableaux, principaux là, au tournoi du Grand Chelem. Fait que on met ça dans la boîte à outils. Absolument. Yeah. Puis, on aurait pu dire la même chose pour Leila Fernandez, mais elle n'affrontait pas une troisième tête de série. Elle affrontait Janice Chen, qui, elle, n'était pas classée. Fernandez, qui est présentement 22e tête de série de ce tournoi-là. Elle s'est fait renvoyer chez eux assez rapidement en première ronde en 2 manches. Dommage pour Fernandez. J'ai pris quelques notes pour tous les joueuses canadiennes, sauf elle. Je l'avais carrément oublié, son passage. Écoute, c'est un passage en coup de vent. Puis pour elle, je pense que c'est la performance peut-être la plus décevante parce que c'était pas une blessure ou c'était pas c'est ça. C'était vraiment juste une contre-performance. Mauvaise défaite. Un peu comme Shapovalov aussi, mais lui, il fait un deuxième tour au moins, fait qu'il va chercher. Oui, puis c'est Marin Cilic, là, c'est pas n'importe qui non plus. Puis il y a Draxel aussi. Draxel que. Oui, oh mon Dieu, oui. Draxel, Liam Draxel, c'était son premier. C'est un joueur ontarien. Premier tableau principal. En Grand Chelem, puis s'est incliné en 3 manches face à un adversaire d'expérience quand même, Damir Dumour. C'est un gars quand même qui est sur le circuit depuis un certain temps. Là. Il a manqué quelques années avec une blessure, mais ça reste un joueur qui a mangé ses croûtes là, quand même dans le circuit de l'ATP. Puis, écoute, dans ce match-là, quand même, Draxel a un arrêt médical et puis 2 manches serrées aussi face à Dumour. Fait que, un peu comme Diallo, c'est quelque chose qu'on met dans la boîte à outils, puis on avance avec ça. Puis, en parlant d'avancer. Qualification aussi. Hein, c'est plus difficile quand tu passes par les qualifications. C'était la même chose pour Stakusic, puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé dans son match de premier tour. Elle était en crampe. Là. C'était carrément son corps là, qui se crispait. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus rien que tu peux faire sur le court. Elle a abandonné à 5-3 au 3e set. Normalement, tu fais pas ça, tu finis juste le match. Mais c'est juste que démontre il y avait l'ampleur. Plus de possibilité là, d'avancer. Ses muscles se sont saisis carrément. Puis c'est des choses qui arrivent. C'est un apprentissage aussi. Après ça, tu réalises, écoute, elle est jeune quand même, mais plus tu avances, plus tu réalises que tu dois préparer ton corps adéquatement pour le tournoi du Grand Chelem. Il n'y a rien de plus exigeant. Puis quand tu passes dans les qualifications aussi, c'est une charge de travail ajoutée. Oui, 100%. Parlant d'ajouter du travail, ce sera beaucoup plus difficile pour Victoria Mboko pour la 3e ronde de ce Open d'Australie. Bon, ça a été deux premières rondes sans même échapper de manche pour Victoria Mboko. Mais là, elle va affronter la 14e tête de série, Clara Tauson, qui est un peu comme Victoria Mboko, un peu surgie sur la scène de la WTA l'an dernier, a vraiment fait une poussée pour se mettre dans ce top 32-là. Mboko, je vous rappelle, 17e tête de série, fera face à la 14e tête de série. Ça sera pas facile pour Victoria Mboko. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une victoire de sa part ou certainement un match, dans ma tête, c'est un match en 3 manches presque garanti, cette rencontre-là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un avantage pour Mboko? Ouais, écoute, c'est la 14e tête de série contre la 17e, là, donc même beaucoup qui est juste 3 positions derrière son adversaire. Fait que oui, ça promet pour un match serré quand même. Je regarde leur parcours. Mboko a disputé un set de moins. Je pense qu'elle a été vraiment en confiance
dans ses deux premiers tours. Écoute, c'est une joueuse dont on connaît les capacités, de l'avoir vu jouer là, au National Bank Open l'année dernière où elle a gagné là, ce Masters Mhm. 1000. Elle était. Ouais, c'est sûr que c'était devant les siens aussi. Hein. Il y a peut-être un feu de plus là, qui t'anime à ce moment-là. Mais écoute, c'est clair que c'est une joueuse qui a des aptitudes incroyables. Sont vraiment, les deux, elles sont très similaires dans leur façon d'approcher le tennis. C'est deux joueuses qui veulent se tenir sur la ligne de fond. Vraiment, tu vas pas les voir nécessairement jouer de la défensive puis se tenir loin derrière, Mhm. puis comme Medvedev, puis ramener des balles quasiment à côté sur la clôture. C'est pas ça. C'est pas ça Ouais. qui joue comme tennis. C'est des joueuses qui veulent dominer avec leur service aussi. En termes d'as, elles sont tous les deux capables d'as, ça c'est certain. Et un service quand même qui est une arme, que je considérais une arme. Et juste des joueuses axées sur l'offensive, franchement. Fait que c'est qui peut imposer son jeu à l'autre. Ça va être une question de momentum dans ce match-là. Il va certainement y avoir des revirements aussi parce que c'est deux jeunes joueuses. Fait que ce serait étonnant qu'il y en a une qui juste prend le bâton d'un bout à l'autre puis Ouais. qui fait un relais parfait. Fait que je suis un peu d'accord avec toi. Ce sera peut-être un match en 3 manches, mais moi, je donne l'avantage à la Canadienne, Mboko, pour Ouais. remporter ce duel de troisième tour. Puis elle cherche aussi à faire sa première ronde des 16 là, en Grand Chelem, contrairement à Towson, qui est déjà arrivé 2 fois. Et bon, pour Mboko ou Towson, ce sera un match qui va aussi dicter le restant de leur tournoi. Parce que je vous rappelle que la ronde d'après, c'est face à Sabalenka. Et Ouais. ça, bon, on n'a pas besoin d'en parler là, mais je vous avertis à l'avance. Je crois pas que Sabalenka devrait tomber face à Potapova, qui a quand même défait Raducanu en 2 manches. Mais Sabalenka devrait passer là à la 4e ronde, la ronde des 16, pour affronter soit la jeune Victoria Mboko ou Clara Towson. Bon, du côté masculin, il y en a un qui cherche un 25e titre majeur, Phil, et on se pose la grosse question. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit plus? Écoute, c'est une bonne question. Ce 25e titre-là, oui, c'est peut-être une fantaisie pour Novak, mais ce que je peux te dire de Novak, de l'avoir regardé, de l'avoir écouté en entrevue, ça fait longtemps qu'il nous livre sa pensée puis qu'il nous dit comment il approche le tennis. C'est pas un athlète qui opère selon des fantaisies. Il est juste pas programmé comme ça. Mhm. C'est un gars qui est profondément réaliste, toujours terre à terre. Il a dit ouvertement récemment que Sinner et Alcaraz étaient sur une autre planète. Oui. C'est Il n'y a plus. pas tort non Non, plus. il s'en cache pas. Il s'en cache pas, Novak. Mais il a aussi dit que s'il croyait pas en ses chances, il se serait pas inscrit au tournoi. Je veux dire, c'est littéralement aussi simple que ça. C'est un joueur qui a évidemment confiance en ses capacités. Il l'a fait 10 fois. Je veux dire, il l'a remporté, Ouais, c'est vrai. il l'a Il y a remporté une 10 décennie dix de fois, ce trophées. tournoi-là, en 20 occasions. Je veux dire, c'est le Grand Chelem où il a été le plus dominant également. Donc, écoute, s'il y a un endroit pour le faire, c'est là. C'est absolument là. Puis aussi, il n'y a personne qui se connaît aussi bien sur le court que Novak. Parce qu'il n'y a personne qui a cette expérience-là. Je veux dire, Ouais. il y a juste lui qui est aussi. Il est tellement en synchronisation puis en symbiose avec son corps, puis avec ce qu'il ressent, puis juste avec ses émotions sur le terrain. C'est un joueur qui est très cérébral, Novak Djokovic. Il l'a toujours été. Puis, écoute, il a sauté aussi le tournoi d'Adélaïde parce qu'il jugeait que c'est ce qui avait de mieux pour son corps à ce stade-ci. Puis, écoute, moi, je pense qu'il a amplement le temps de trouver son jeu comme c'est là. Je pense pas qu'il en avait besoin de ce tournoi-là nécessairement. Puis, il fait cet ajustement-là. Il n'a pas peur de changer un petit peu sa routine, son approche, parce qu'il sait que là où il en est maintenant, il faut qu'il s'adapte. C'est devenu son travail de s'adapter
aux autres. Ça a longtemps été l'inverse, Ouais. mais maintenant, c'est ça. Les tables ont été renversées. Puis, c'est à lui de faire ça. Puis, il est absolument prêt à le faire. Il va mettre toutes les chances de son côté, Novak. C'est ce qu'il fait de mieux. Ça a toujours été une de ses plus grandes qualités. Puis, écoute, juste quand tu penses à Novak à l'intérieur des matchs qu'il a joués dans le passé, il sait toujours comment se comporter sur le terrain, je veux dire. Il est arrivé des fois où, par exemple, il remporte les 2 premiers sets, tout d'un coup, quelque chose commence à mal aller, son corps, ça va plus bien, puis il se dit, OK, il faut que je m'économise. Tu sais, je vais pas trop donner, je vais juste pousser égal, puis si ça m'en demande trop, j'arrête. Puis, écoute, il peut perdre 2 sets consécutifs, puis là, tout d'un coup, le 5e set, Novak est de retour, Novak est en forme. Il va tout faire pour justement se favoriser autant que possible. Puis ça, il n'y a personne qui peut le battre dans cette facette-là du jeu parce qu'il n'y a personne qui a plus d'expérience. Fait que là-dessus, je lui fais entièrement confiance. Puis honnêtement, je le vois très bien en demi-finale. Oui, Novak. c'est là que ça va se compliquer, mais oui, 100%. Oui, parce que vu son tableau, je me dis c'est qui va la rater? Est-ce que Moussetti va la rater? Peut-être Fritz. 5e. Fritz. Et dans les parages. Fritz doit jouer contre Wawrinka aussi, je veux dire. Oui, je lui donne l'avantage. Qui vient jouer un 5-7. Ah oui, je donne l'avantage à Fritz, mais je sais pas s'il va avoir un passage facile en ronde des 16 non plus. Puis Moussetti affronte Mahatch. Ouais, c'est pas facile. Fait que tous ces gars-là, ça peut facilement se prendre un set ici là. Ouais. Pas nécessairement des choses que je vois comme des victoires straightforward, là, des victoires aisées. Je pense qu'il va y avoir quand même ça va se traîner dans la boue un petit peu dans cette section-là du tableau. Puis entre-temps, Novak, lui, honnêtement, je pense qu'il peut cruiser jusqu'à la demi-finale. Je vais pas te mentir. Je viens de remarquer que Novak est dans la même portion de quart de finale que Yannick Sinner. Non, pardon, juste en dessous. Pardon, oui, je me suis complètement trompé. Non. Oui, ce sera Donc, les adversaires potentiels pour Novak, c'est qui, là? Présentement, c'est Van de Zonschulp. La ronde d'après, ce sera probablement Menchik. Ça aussi. Tu trouves que c'est un acquis pour Menchik? OK. Comme Menchik est un solide joueur de tennis. Trop jeune, il peut pas battre Après ça, Fritz, Wawrinka, Mahatch, Moussetti, 4 opposants qui sont assez impressionnants dans ma tête, ce sera probablement Fritz ou Moussetti. Malgré que Mahatch, c'est quand même défait de Stefanos Tsitsipas là, un peu plus tôt dans le tournoi. Mais c'est ce qu'on pourrait voir pour Novak. Là, on ne demandera pas de l'autre côté de la médaille. Là, je crois que Sinner, même devant Ruud Cilic et Shelton notamment, je crois que c'est formalité, malheureusement, pour tout le monde de ce côté du tableau-là. Shelton, peut-être, je veux dire. OK, mais là, tu peux pas me dire que tu attribues facilement la victoire à Novak jusqu'à quart de finale, mais que Sinner-Shelton n'est pas formalité pour quelqu'un qui est juste complètement supérieur à tous les autres joueurs sur Alcaraz. Non, mais c'est parce que Shelton, c'est juste un astérisque. Comme, je comprends. S'il arrive une journée puis il frappe 55 as, il va peut-être battre Yannick Sinner. Peut-être. 55 à 60 as. Mais avant, lui, il faut qu'il batte Vachereau et ou Cilic et Ruud. Oui, c'est vrai. Mais écoute, je pense que je le vois quand même en quart de finale, Ben Shelton. Moi aussi. Sa chance est minime là, contre Sinner. Écoute, je me fais pas des accroires, mais il y a quand même il y a cette arme-là au service qui est comme plus grande que nature, fait que ça lui donne une chance minime. OK. Moi je pense que ça va être une demi-finale Djokovic-Sinner de ce côté-là. Allons-y aussi du haut du tableau tant qu'à être là. Très bien ça arriver, mais ce que je vais dire présentement, c'est que c'est pour Djokovic maintenant, il y a aussi c'est pas juste de se rendre en demi-finale, c'est comment tu te rends en demi-finale. Il doit être économique maintenant avec Djokovic. Avant, il pouvait se permettre, il faisait souvent ça des fois en première ronde, il droppait un petit set puis il revenait quand il y a 3 sets de suite. C'est plus ça, là. C'est plus ça. Ouais. Il faut qu'il soit économique. Il faut qu'il remporte en 3 manches consécutives. Pas de niaisage. Puis il faut que ça avance parce qu'il a besoin d'un maximum d'énergie.
pour le moment où il va faire face à Yannick Sinner. Puis après ça, ce serait peut-être Carlos Alcaraz aussi. C'est ça le problème. Là. Tu peux pas juste t'enclairer en affrontant un des deux. Là. Souvent, il faut que tu affrontes les deux. Faut que tu fasses les deux. Les deux. Mais tu sais, c'est une courbe aussi. Hein, les meilleurs joueurs, plus le tournoi avance, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, ça continue de monter jusqu'en finale. C'est là qu'ils atteignent leur sommet. Faut pas que tu tapes le sommet de ta courbe en quart de finale. Ouais, non. Parce que là, tu n'auras pas de chance. C'est fini, ouais. Fait que c'est ça aussi pour Djokovic. Puis habituellement, il était très bon à le faire. Mais là, à 39 ans, c'est plus facile de juste se dire « OK, je vais être à mon pic en finale ». Fait s'il peut faire ça, s'il peut être à son pic en demi-finale, là, ça sera un match intéressant. Mm-hmm. Mais on l'a vu, là, ces derniers grands chelems, il manque de jus. Puis il arrive à ce stade-là, puis il se fait battre sèchement. Là. Faut que j'aille voir aussi cet affrontement-là, ce duel Djokovic versus Sinner, voir qui a le dessus. Écoute, pas dans les derniers moments, là, parce que ce serait pas nécessairement une question, mais de l'autre côté du tableau aussi, bon, si on donne déjà la victoire à Alcaraz pour qu'il se rende directement aux demi-finales, parce que soit du temps passant, outre Bublik et Deminaur, c'est pas fameux pour ce côté-là du tableau, et les deux vont s'affronter, donc Alcaraz pourrait potentiellement n'affronter qu'un seul de ces deux joueurs en quart de finale. Et de l'autre côté, c'est là où c'est intéressant. Tu as quand même des Zverev, des Rublev, des Cerundolo, des Medvedev, Lerner Chen qui connaît un excellent début de tournoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui pourrait causer la surprise? Selon moi, vu son rendement et 11e tête de série, je crois que Daniil Medvedev, pour moi, pourrait potentiellement se rendre en finale de ce tournoi-là. Puis ça, c'est juste parce que c'est Daniil Medvedev. Tu sais jamais ce que tu vas avoir avec Daniil Medvedev. C'est un champion du Grand Chelem. C'était le meilleur joueur au monde pour quelques moments, il y a quelques années, avant là, cette ascension vers le sommet d'Alcaraz et de Sinner. Avait remporté un US Open notamment, et d'autres. Là, écoute, les autres m'échappent un peu. Mais je pense pas, comme je sais que tu vas dire c'est parce que t'aimes pas Zverev. Non, j'aime pas Zverev. Même s'il est en finale l'an dernier, j'ai juste aucune manière de croire que Zverev va se rendre plus loin que Daniil Medvedev dans ce tournoi-là. Mais encore une fois, il faut que je le laisse à Alcaraz parce que genre, tu veux faire quoi? C'est inévitable et c'est justement l'autre point qu'on allait amener. Est-ce que Sinner-Alcaraz est inévitable encore une fois? Pour une 4e fois de suite, je vous le rappelle. C'est presque du jamais vu, 4 fois consécutives du côté d'une saison de tennis, et ce depuis justement la finale du Open d'Australie l'an dernier qui était justement Sinner-Zverev, mais à la suite de ça a juste été Sinner-Alcaraz. Avantage pour l'un des deux, allons voir si ça va s'égaliser là. Mais ouais, est-ce qu'on peut s'attendre à une autre finale Sinner-Alcaraz selon toi? Écoute, comme tu l'as dit, les 3 dernières finales en Grand Chelem ont opposé ces deux joueurs-là. Ouais. Donc, ta réponse, Mathieu, c'est oui. Oui, c'est inévitable jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est mon avis. Puis, j'adhère à cet avis-là parce que vraiment, pour que Novak Djokovic même le reconnaisse aussi, il l'a dit là, en conférence de presse, ces deux joueurs-là sont sur une autre planète. Regarde, je ne sais pas quelle autre réponse ça te prend à part ça. C'est un fait reconnu. Ils sont de loin en avant de la compétition. Puis c'est ça prend quelqu'un qui réussit la performance de sa vie, probablement. Fait que, écoute, les chances que ça arrive sont faibles, mais il reste encore quelques joueurs. Puis... voulais-tu parler des... Je savais que avant ça, je veux juste te partager. Sinner a remporté les 5 derniers affrontements entre lui et Djokovic, dont le dernier qui affrontait les deux joueurs au Open d'Australie en 2024 en semi-finale. Bien évidemment, en 4-7. Et dans les 5 victoires de suite de Sinner, seulement que 2 manches ont été laissées à Djokovic pendant ce passage-là. Sinner domine complètement cet affrontement-là dans les derniers
dernier moment. C'était, je vais vous le dire, c'était 4-1 Djokovic Mhm. avant 2024. Et là, ça a pris un tournant complètement de l'autre côté. Mais oui, on va en parler de tes pommes empoisonnées parce que, bon, Ouais. j'ai donné le nom de Daniil Medvedev qui allait être une de mes pommes empoisonnées. J'en ai une autre, mais je sais que tu veux parler d'un joueur plus précisément. Ouais, ben, tu l'as divulgué déjà, Mathieu, ton information de Daniil Medvedev, il était sur ma liste aussi. Ah, c'est vrai, J'en ok. ai mis 2 dans chaque tableau. Puis, écoute, never count the former champ out. Oui, le fameux dicton. Yes, Oui. yes. Écoute, tu peux pas miser contre un gars comme ça. Puis, Non. Daniil Medvedev a eu sa période sombre. Là. Il est allé dans les abysses là, les dernières années. C'est clair qu'on a perdu un peu le joueur qui avait remporté un grand chelem. Il l'a remporté, le Australian Open, faut pas l'oublier. Ouais. Puis de quelle façon aussi. C'était spectaculaire. C'était face à Rafael Nadal. Il perdait par 2 manches. Et je pense que c'est pas la seule fois qu'il l'a remporté non plus. Je vais faire ça. pour toi. Oui, je pense qu'il a remporté aussi peut-être en 3 manches plus tard. Mais écoute, Medvedev, c'est définitivement une pomme empoisonnée. Mhm. C'est c'est presque réducteur de l'appeler juste une pomme empoisonnée parce que c'est un champion Grand Chelem, mais c'est son ranking. Il est 11e. Fait que, il rentre Qu'un dans seul grand chelem. un seul, OK. Un seul. Ah, 3 il a fait finales les finales, au c'est Open ça. d'Australie. 3 3 finales. c'est ça. OK. Un au US Open où il l'a Non. remporté. Raphaël Nadal a remonté Daniil Medvedev. J'ai inversé. Ça fait du j'ai sens. inversé. Oui, j'ai inversé l'histoire, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est ça. Il a pas, je sais pas face à qui il a remporté. Et US Open, je vais te le dire. Novak Djokovic. Novak Djokovic. 6-4, 6-4, OK. 6-4. C'est ça. Ce match-là en plus. Mais écoute, c'est juste pour vous dire que Daniil Medvedev, c'est un gars qui a vécu quand même des expériences là, sur le terrain. 29 ans, Daniil Medvedev. Il est plus si jeune qu'on le croyait aussi. Oui, Il a de l'expérience. c'est vrai. Mais encore dans cette phase-là de sa carrière où c'est absolument possible. C'est sûr que maintenant, là, les jeunes de 22, 23 ans qui sont littéralement des machines, puis qui ont un cardio de super-humain, c'est sûr que c'est difficile à affronter. Ouais. Mais Medvedev, ça a toujours été un joueur tenace sur le terrain. Tellement long. Oui, long, puis c'est pas le plus élégant. C'est pas le plus élégant. Ses déplacements, des fois, on se dit, OK, il a l'air un peu maladroit, mais ça fonctionne. Ouais. Tout tient. Puis, c'est un joueur qui n'a pas peur de se faire bousculer aussi. Là. Je parlais de lui tout à l'heure. Écoute, c'est un gars, des fois, il va se tenir là, 20 pieds en arrière de la ligne de fond, puis il va juste défendre. Il ramène des balles. Puis là, tout à coup, il se ramène un petit peu dans le terrain, puis il avance. Puis là, tu te fais frapper un coup gagnant, puis tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. C'est ça que Daniil Medvedev peut faire. Puis, honnêtement, je pense que ça son cru est fini. Je pense qu'il est Je suis d'accord. Non, j'ai en train confiance. d'en ressortir. Ouais. Puis, honnêtement, ce serait un bon moment de commencer à l'Open d'Australie où il a quand même connu du succès, 3 finales, tu l'as dit. Donc, je pense que c'est maintenant pour Daniil Medvedev. Écoute, il n'y aura pas de problème face à Marochan. Ça devrait être assez acquis pour lui. Fait que, déjà, ronde des 16, on va dire que... Ça, c'est Lerner Chen ou Nuno Borges. Ouais, Chen ou Borges. C'est une quart de finale qui devrait... vraisemblablement être acquise pour Medvedev. Ouais. Et alors là, ça va dépendre de si Roublev veut se réveiller face à Zverev et où Cerundolo fait cause de la surprise aussi. Zverev qui devrait passer face à Cameron Norrie sans trop de difficultés. Puis même contre Zverev, écoute, Daniil Medvedev, j'ai pas nécessairement de trouble à comprendre qu'il pourrait le battre non plus. Honnêtement, je vais donner un léger avantage à Medvedev dans ce match-là. Avec plaisir. Je pense que c'est Zverev. Oui, écoute, il y a eu ses opportunités, puis c'est un joueur solide quand même, mais
Je sais pas. C'est un gut feeling, hein. C'est une intuition, mais j'ai l'impression que Medvedev, il va produire quelque chose de spécial. Ben, gars, t'as raison de le croire parce que présentement, c'est 14-8 en faveur de Medvedev. La dernière fois que les deux se sont croisés le fer au Open d'Australie, ça a été victoire de Medvedev en 5 manches en demi-finale pour se rendre en finale et ultimement, malheureusement pour lui, perdre cette finale-là. Mais c'est de bonnes intuitions et Medvedev qui, depuis 2023, n'a perdu qu'un match contre Zverev en 7 rencontres entre les deux joueurs. Pardon, 6 rencontres entre les deux joueurs. Bon, écoute, de savoir que son numéro aussi. Ouais. Medvedev en demi-finale, ça me semble plausible. Oui, tout sur terre dure en plus. On verra pour la finale. Sur face dure, pardon. Je ne l'écarte pas de la conversation pour la finale également. Un autre, Mathieu, également, qui pour moi, est une pomme empoisonnée dans ce tableau-là. Écoute, Medvedev est la 11e, il est la 10e. C'est Alexander Bublik. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé dans son mental, dans son psychologique cette année. Puis ça, c'est beaucoup de dire pour Bublik parce que il y avait un peu ses manières là, tout au long de sa carrière. Mais je pense, écoute, à 28 ans, je pense qu'il a mûri un peu. En tout cas, il m'a démontré des choses concrètement lors de ses performances dans ce tournoi-là. Brooksby en première ronde, ça, c'est un adversaire quand même très difficile à affronter. J'ai vu Jensen Brooksby jouer un peu. C'est un très bon jeune joueur qui est capable là, de surprendre même des très bons adversaires. Là. Donc, écoute, Bublik qui remporte ça 6-4, 6-4, 6-4. Dans le match face à Fucsovics aussi, il remporte les deux premières manches je dirais très timely, hein, un sens du temps. Parce que, écoute, plus le set avançait, il restait dans le set, faisait rien de trop extravagant, mais il élevait son jeu légèrement quand les moments les plus importants arrivaient. Puis ça, c'est une qualité qui est importante à avoir quand c'est les gros points qui sont joués, d'aller vraiment chercher ton meilleur tennis. Et ça, il le faisait très bien. C'est un joueur qui est toujours dangereux parce qu'il est imprévisible sur le court. Ouais. Il va nécessairement t'amener au filet avec sa drop shot, qui est une des meilleures sur le circuit. Et puis son service qui est excellent également. Face à Fucsovics, que j'ai beaucoup aimé, c'est troisième manche. Il perd 5-2 dans cette manche-là. C'est vrai? Oui, il perd 5-2 dans cette manche-là. Puis le classique Alexandre Bublik, là, dans cette situation-là, il abandonne la manche. Mm-hmm. Il va juste se présenter sur le terrain puis il va regarder les balles passer à sa gauche puis à sa droite. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois faire ça, je peux vous le dire. Mais tout à coup, il remporte son jeu au service, 5-3. Puis là, écoute, Fucsovics arrive. Fucsovics, visiblement, écoute, c'est un joueur d'expérience aussi. Il a déjà été dans ces positions-là. Mais Bublik s'est dit, OK, j'y vais, je vais essayer les gros coups, je vais tout donner sur ce jeu-là. Puis il courait les balles aussi, je veux dire, vraiment, là, comme avec énergie. Puis tu te rends compte que c'est un joueur qui peut bien se déplacer sur le terrain aussi. Mm-hmm. Vraiment, c'est un joueur qui est quand même assez rapide. Il est grand, il peut couvrir beaucoup de surface. C'est juste que des fois, il a juste pas la tête à ça. C'est aussi simple que ça. Mais là, je pense qu'il est vraiment décidé là, quand même dans ce tournoi-là. Mm-hmm. Puis, écoute, il revient et gagne 5 jeux consécutifs en brisant à Fucsovics 2 fois, puis va chercher la troisième manche. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas caractéristique pour Alexander Bublik. Puis ça m'indique peut-être un changement de mentalité. Ouais. Je pense qu'il va battre Etcheverry. Quand même un adversaire à ne pas négliger. Il a joué 8 manches depuis le début de... Non, plus que ça même. Non, 8 manches depuis le début du tournoi Etcheverry. Oui, c'est ça. Donc, oui, un joueur qui a quand même beaucoup de millage là, dans son tournoi. Mais bon, je pense qu'il va battre Etcheverry. Par la suite, honnêtement, TFO de-Minaur, je suis presque pas inquiet pour le public parce que de-Minaur n'a pas le style de jeu qui fonctionne bien face à Bublik. Puis TFO, écoute, TFO, les dernières années en Grand Chelem, il a pas. Écoute, il a fait une bonne percée, là. Puis je sais qu'il est capable, mais écoute, je pense encore une fois contre Bublik. Bublik peut dicter ce match-là, j'ai l'impression. Fait que
écoute, je le vois encore de finale, Alexander Bublik. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il va sûrement faire face à Carlos Alcaraz. Puis rendu là, regarde, je sais pas non plus c'est quoi le head-to-head entre ces deux-là. Bublik, les derniers grands chelems, là, ça a été Sinner là, qui a été son plus grand ennemi, là, je pense. Perdu contre Sinner. Écoute, il s'était fait battre. Aucun affrontement entre les deux joueurs. OK, intéressant. Ça serait la première fois que les deux se rencontrent dans un match. Parce que Bublik, l'année dernière, ils ont eu une certaine histoire, ces deux-là. Bublik a battu Sinner à Halle pour remporter pour la deuxième fois ce tournoi-là. C'était un ATP 500. Ça, c'était sur gazon, mais il l'a battu en 2 manches, si je ne m'abuse. Donc ça, c'était une très belle performance face à Sinner de la part de Bublik. Puis sur gazon, peut-être que ça l'avantage un peu plus aussi. Mais après ça, Sinner a dit, garde, là, moi, je ne me ferai pas avoir 2 fois. Il a défait Bublik au US Open. Je pense que c'était comme 6-1, 6-1, 6-1. Ouais, c'était 6-1, 6-1, 6-1. Il y a eu un autre. Dans ce match-là, en passant, Bublik était checked out. Mentalement, il n'était pas là. Okay. Je l'ai regardé. Puis là, j'ai espoir que ça ne va pas arriver ce tournoi-ci, mais à voir. Puis il y a eu un autre comme 6-4. À Vienne, 6-4, 6-4. Ouais, 6-4, 6-4. Est-ce qu'il y a eu un autre grand chelem? Le Wabayu Roland Garros en 2025. C'était un 6-1, 7-5, 6-0. C'est ça, OK. En faveur de Yannick Sinner, bien évidemment. Oui, c'est ça. L'année dernière, ils ont eu beaucoup de duels quand même. Fait que, ouais, écoute, c'est ça. Basé sur les précédents, je vais donner l'avantage à Sinner si ces deux-là se rencontrent. C'est pas impossible, d'ailleurs. Je pourrais peut-être voir Bublik en finale, là, si tout se passe là, vraiment, son tournoi est optimal. Mais contre Alcaraz, il n'y a pas de duel. Je pense que Alcaraz est peut-être un peu plus vulnérable au jeu de Bublik que Sinner. Que le contraire, ouais. Parce qu'il pourrait embarquer dans sa game. Est-ce que ça dérangerait Alcaraz d'embarquer dans un jeu plus offensif? Je pense pas. Pas nécessairement, mais il pourrait embarquer dans sa game dans le sens de, tu sais, Bublik commence à frapper des drop shots, puis Alcaraz se dit, je vais faire ça moi aussi, puis tu sais, il en manque. Il est super bon dans cette facette. Il est bon aussi. Il est bon aussi, mais Bublik, là, quand ça vient des jeux comme ça où on transforme le match un peu en cirque, un clown, ouais. Il est à l'aise. Il est à l'aise quand même dans ce genre de situation-là. J'aimerais beaucoup voir ce duel-là. Alcaraz-Bublik, surtout que ça ne s'est jamais produit. Je pense que ça serait très intéressant. Puis je pense qu'il y a des bonnes probabilités que ça arrive. OK. Ouais, puis j'ai 2 points empoisonnés aussi côté féminin. OK, oui, rapidement, vas-y. Je vais te les dire rapidement. Victoria Mboko, je pense 100%. Oui, honnêtement, je vais lancer son nom dans le mix. Jamais fait plus loin qu'une 3e ronde en Grand Chelem. Je pense que c'est le temps qu'elle perce, là, parce qu'elle est très, très certainement capable. Ouais. Dans le côté féminin, tout peut arriver, franchement. Vraiment. Ouais. Tellement souvent où on voit des personnes qui tout d'un coup vont juste rugir de nulle part, remporter un grand chelem et s'éteindre. Là, je pensais notamment, elle a duré quelques années, mais Ashley Barty, qui elle a fait un peu ce genre de choses-là, était excellente pour 2 ans, était première mondiale pour quelques moments, puis après ça, je dis au revoir au circuit, bien hâte de voir si ce sera le cas. Mais Victoria Mboko est toujours très jeune. Même chose pour Miran Dreva qui est toujours dans le mix. Je sais pas si c'est ton autre pomme empoisonnée. J'assume que non. Mais bon. Non, je vais envoyer le nom de Belinda Bencic aussi dans le mix. La Suisse, c'est oui. Écoute, je pense qu'elle a fait un retour en force quand même, Bencic. Toujours été une joueuse puissante aussi, là, vraiment. Donc, ça peut être une menace sur le court quand même. J'ai pas regardé trop son tableau, par contre. Fait que, elle est plus là, fait que... Elle est plus là? Belinda Bencic, selon ce que je vois, là, s'est éteint en 2e ronde face à Bartunkova, une joueuse qualifiée en 2e ronde. J'ai mon voyage. OK. Je remplace Belinda Bencic par Karolina Muchova. Parce qu'elle, je pense qu'elle a des sérieuses chances aussi de causer du trouble là, dans ce tableau-là. C'est une joueuse toute jeune, évidemment, puis qui a beaucoup de très bonnes capacités. Donc, un peu dans la même... Non, dis-moi pas qu'elle est éliminée aussi. Ça se peut pas. Attends, t'as dit... Répète donc. Tu mens, là. T'as dit, excuse?
T'excuses qui que t'as mentionné que tu voulais... Non, elle est là. Elle joue contre Ok. Magdalinette, Carolina Muhova. Ah, Mouhova, oui. Ouais, OK. pardon. 19e tête de série. Battu Alicia Parks, là, qui était c'est un bon match aussi. J'ai regardé un peu ce match-là. Ouais, Oui, j'ai écoute, manqué son nom, pardon. Bonne Yeah. chance en ronde des 16 contre probablement Coco Gauff, là, d'ailleurs, Ok. pour Mukova. OK. Ça serait difficile de se rendre plus loin, mais c'est une bonne pomme empoisonnée. C'est comme tu l'as mentionné, le tennis féminin, c'est tellement imprévisible. Ça donne, Mhm. soit dit en passant, pour ceux et celles qui n'écoutent pas du tennis féminin à la maison, ça donne un très bon spectacle dans l'entièreté du tournoi. Tu sais, du tennis masculin, c'est différent parce que c'est pas le cas. Tu vois les meilleurs affrontements début de ronde des 16, voire même encore de finale. Sinon, c'est souvent une domination de certains joueurs. Tu regardes les tableaux de Sinner et Alcaraz, il n'y aura pas un match qui sera plaisant pour ces deux-là avant même les demi-finales parce que ils sont juste trop forts, malheureusement. Il y a certains matchs qui sont l'exception à la règle, là, bien évidemment, mais côté tennis féminin, c'est toujours un produit fabuleux et tu sais jamais qui va le remporter. Tu sais, cette année, on se dit grande chance, c'est soit Sinner ou Alcaraz. Côté tennis féminin, j'en ai aucune idée qui va même passer proche de remporter ce tournoi-là. Possiblement un deuxième de suite pour Anisimova, qui, si je me souviens bien, avait remporté le US Open en fin d'année, si je ne me trompe pas, l'américaine. Elle avait perdu le US Open contre... OK, pardon, je pensais qu'elle avait remporté. Contre Swiatek. Oui, je croyais qu'elle avait remporté, pardon, pour En tout cas, contre l'américaine aux États-unis. Oui, Bref, on va confirmer ça. Mais, elle s'est rendue assez loin pour être quatrième tête de série, bien évidemment. Oui, quand même une très bonne discussion par rapport au Open d'Australie. On va en parler au cours des prochaines semaines. Elle, son histoire, c'est que, US Open, c'était une défaite de 6-3, 7-6 face à Sabalenka. Mais avant ça, je me souviens très bien de la finale Wimbledon, où elle a perdu 6-0, 6-0 contre Oui, ça, je m'en Iga souviens. Swiatek. Oui, je m'en souviens. Donc c'est qu'elle a perdu l'US Open aussi. Oui. Okay, pardon, je sais pas pourquoi j'avais une croyance qu'elle avait remporté. C'était son redemption arc, là. Mais écoute, face à Sabalenka, ça n'a pas fonctionné non plus. Qui a bien terminé l'année, d'ailleurs, Sabalenka. Deux finales consécutives. Oui, une raison pour elle est quatrième mondiale. On peut pas chialer. Chapeau aussi à Stan Wawrinka, qui tranquillement, on a réécrit l'histoire complètement là, en devenant à 40 ans encore en lice le deuxième joueur le plus âgé à remporter un match au Open d'Australie et pourrait être le plus vieux de l'histoire à se rendre en quatrième ronde du Open d'Australie s'il remporte son match de troisième tour. Du côté sporadique maintenant, là où on vous raconte bien sûr de l'actualité par rapport à un sport autre que le top 5 qu'on avait nommé, même si des fois on est capable de dépasser cette ligne-là. Là. Puis tu ris parce que j'assume que ça en fait partie, Phil, dans ton sporadique. Honnêtement, je sais pas. Le basketball, c'est-tu... Bon, on n'en parle pas assez souvent, fait que je vais te le laisser. Ouais. J'écoute ce que tu as à nous dire aujourd'hui. On parle pas souvent de basketball. Écoute, j'ai noté une performance là, spectaculaire cette semaine de Emmanuel Quickley. Joueur des Raptors, donc mardi face aux Warriors. Donc, il a réussi une performance historique avec 40 points et 10 passes. Shooting rate, je ne sais pas comment on traduit, mais un shooting rate. Pourcentage d'efficacité. Ouais, en lancer. C'est de son pourcentage du terrain ou? Shooting rate, je veux dire. OK, vas-y. J'imagine que c'est la taux de conversion de ses lancers. Écoute, ça va dépendre de quel chiffre que tu me dis. Là. 80%. Hein? Oui. Il n'a pas lancé à 80% du terrain. Il n'y a pas de chance. Ça. Performance historique de Quickley. Puis le dernier à l'avoir fait était Wilt Chamberlain, qui est un grand de la NBA, ça, c'est clair. Ouais. Puis on qualifie son match du plus efficace de l'histoire de la NBA avec un true shooting percentage. Puis encore une fois, j'ai pas la traduction. Je sais pas c'est quoi un true shooting percentage. Oh my God, t'as raison. C'est vraiment 80%. Dans le fond, il a été 11 sur 13 de ses lancers du terrain.
Puis après ça, il a été 11 sur 11 de ses lancers de la ligne de lancer franc. N'a raté qu'un seul 3 points. OK. Et donc, c'est vraiment 80% d'efficacité sur ses lancers, mais du terrain, on ne compte pas les lancers de la ligne de lancer franc parce que sinon, ce serait 100% pour ça. Et donc, 90% d'efficacité Ouais, totale. d'accord. Mais bon, si tu peux, toi qui connais un peu le basketball, Ouais. si tu peux démystifier true Oh. shooting percentage, OK. parce qu'il était à 112,1%. Puis ça, je sais même pas comment c'est possible d'être au-dessus de 100. Mais écoute, c'est de quoi rendre même Steph Curry jaloux qui était à l'autre bout du terrain puis qui constatait OK. les dommages de Emmanuel Quickly. Le True Shooting Percentage est un métrique qui est utilisé pour mesurer globalement, ça l'entoure les performances de tir d'un joueur sur le terrain qui combine ceux de 2 points, ceux de 3 points et ceux du lancer franc dans un seul chiffre. OK. Et donc, avec tous les chiffres combinés, apparemment, ça donnerait 112,1%. puis là, ce que je dis, là, ça donne plus de poids aux lancers de 3 points et les lancers francs. OK. Qui vont refléter la valeur du pointage comme ça. Puis là, ça vient avec une formule. Là. Je ne vais pas vous donner la formule, Ouais. mais il y a une formule qui est associée avec ça qui apparemment a donné 112. Puis ça démontre à quel point le joueur a été efficace dans cette soirée. C'est son match le plus efficace de l'histoire de la NBA. Tabarouette! Non, mais c'est intense comme nom. Bizarrement, je pense que la journée suivante, j'ai vu quelque chose comme quoi la journée suivante, je pense que Shai Gilgeous-Alexander a comme ça n'avait pas été vu depuis comme 1990, puis je pense qu'il a fait la même chose ou à peu près la journée d'après. Oui, je te jure. Ouais. Puis écoute, tu as dit 112%, Phil. Vite fait, devine quel pourcentage est considéré comme étant excellent dans la sphère du True Shooting Percentage? Je veux dire, je sais pas, 85? 60. Oh, wow! Aïe, aïe. Ouais. Hey, moi, j'ai été dans un autre event complètement, mais ça, c'est excellent. Ça, j'avais même pas vu ça. Emmanuel Quickly, quel homme. Mais c'est le fun pour les Raptors aussi. Écoute. Ouais, ça fait pas en sorte qu'ils sont nécessairement très bons, là, à l'instant où on se parle. Mais c'est des signes encourageants. C'est des signes encourageants. Il était bon, là. Bon, on n'en parlera pas. Alex Honnold, Phil, est-ce que ça dit quelque chose? Of course. Ben oui, ça dit quelque chose. J'en ai parlé hier justement à l'émission, puis je me suis dit pourquoi pas le ramener à Dans les Gradins parce que mon Dieu Seigneur. Ouais. Si vous possédez Netflix à la maison et que vous allez sur la page d'accueil de Netflix, vous allez le voir, Alex Honnold, qui a un peu fait de la promotion évidemment parce que ce sera. Ce sera diffusé sur la plateforme Netflix en direct. Ça se peut qu'on parle pas de la même chose. Okay. Alex Honnold, qui est connu pour avoir gravi le El Capitan, qui est une falaise de 900 mètres à Yosemite aux États-Unis. Et là, il s'est dit qu'il allait... Mais là, il faut préciser, là, si c'était sans corde. Oui, sans matériel d'équipement sécuritaire. Sans matériel exact. Là. Oui, je m'en venais à ça, Phil, parce que là, il s'est dit, c'était trop facile sur des roches. Il va gravir un gratte-ciel de 101 étages, le Taipei 101, sans équipement de sécurité, et le tout diffusé en direct sur Netflix avec un délai de 10 secondes au cas où ça va mal. Mais Alex Honnold qui va défier tout ce qui est humain et gravir un gratte-ciel sans même la corde, sans les comment t'appelles ça là, les oh my God, les fantôses, cette affaire-là. Rien, absolument rien, juste ses mains et ses pieds. Et là, tu me dis, Mathieu, c'est fini. Oui, c'est fou. C'est fou de juste y penser. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est s'il te plaît, ne regarde pas en bas, parce que sinon, c'est mort. Considérant que c'est un gratte-ciel, j'imagine que comme ça va être une façade vitrée. C'est une façade vitrée. Okay. Et je ne sais pas comment il va avoir un rebord pour même prendre une pause ou quoi que ce soit, sans équipement, je vous le rappelle. Mais en même temps, ça va être comme une séquence de mouvements identiques qui se suivent. 100%. Parce que ce sera comme probablement des panneaux de vide de même dimension qui se succèdent. Puis une fois qu'il y a la technique, je pense qu'il devrait être OK, mais en même temps, comme son endurance n'a pas de limite, ce gars-là. J'ai remarqué dans ma recherche. C'est juste comme c'est une bête. J'ai vu ça. Un monstre.
Bon, tout ce que je souhaite, c'est qu'il se rende là vivant. Puis, on le mentionne, ce sera la journée où vous écoutez même cet épisode de Dans les Gradins, le vendredi. C'est là où il va le tenter, le tout pour le tout, sur ce gratte-ciel de Taipei. Il est aussi complètement viré sur le top. Je veux dire... Ah non, il est malade. Il est malade. Ça prend quelque chose... Ça prend comme une espèce de déclic, là, mentalement, qui... Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de prouver. Il en a prouvé assez avec le capitaine, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que j'avais pour vous du côté sporadique. Si vous voulez l'écouter, bien sûr, c'est vendredi, le 24 janvier. C'est 19h, heure locale. Là, l'heure locale, je le sais pas, au Nouveau-Brunswick. Quand je dis local, ils sont évidemment en Taipei, là, en Taïwan. Fait que, bon, il faudrait que je fasse mes recherches là-dessus. Mais bon, c'est le temps d'embarquer dans nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 88e épisode de Dans les Gradins. Phil, je débute avec ma 3e étoile, qui est Josh Doan, qui, comme tu le sais, vient tout juste de se procurer un bon petit contrat de 7 ans, 6,95 millions avec les Sabres. Pourquoi pas 7? Comme, à that point, pourquoi tu fais pas juste 7 par 7? C'est vrai, hein? Je sais pas. 7 peut-être par que... 6,95. Peut-être qu'il voulait juste pas avoir le 7. Il est pas le numéro 91 de toute façon? Ah, c'est 80. Non, never mind, j'ai rien dit. Ça sert absolument à rien. Bref, c'est un bon contrat pour les Sabres de Buffalo. Une super de belle échange qu'ils ont fait pour aller dénicher le jeune de Shane Doan. Deuxième, continuons au hockey. Jane Daly. Phil, je sais pas si tu la connais. C'est une joueuse de hockey américaine de 16 ans qui a gagné la médaille d'or au championnat U18. Et je te rappelle, elle a 16 ans. Voici ses statistiques en 6 matchs pour remporter l'or. 12 buts, 5 passes à 16 ans dans un tournoi sous 18 pour Jane Daly. Combien de matchs? 6. Ouh. Qui remporte la joueuse par excellence du tournoi pour les États-Unis. Manière assez convaincante, je pense. Et finalement, première étoile, on n'est pas au hockey, on est au tennis. Je répète son nom, Stanislas Wawrinka, qui réécrit l'histoire du côté du Open d'Australie. Et je sais, ben écoute, vous le savez pas à la maison, on vous le dit, on est des bons fans de Stan Wawrinka, de par son revers à une main incroyable. Et juste le personnage qui est Stan Wawrinka, t'auras pas plus gentil, on dirait, dans ce monde. Il y a eu ces moments-là, mais bon, on pourra en passer. Et il est suisse. On aime Roger Federer, fait que qu'est-ce que tu veux? Voilà. Oui, la Suisse, c'est un très bon volume de... Tu sais, le revers à une main par capita est quand même bon en Suisse. Pour les personnes qui tournent pro, il manque juste Benčić. Oui, malheureusement. J'essaie de penser, il n'y a pas tant d'autres joueurs suisses. On verra, on va aller voir. Ces deux-là. C'est un exercice plus difficile que je pensais, ça. Ben, il y a un Jérôme, là. Jérôme. Trouve-moi ça. C'est qui le deuxième meilleur joueur suisse présentement? OK. Comment est-ce qu'il s'appelle? Dominique Stricker. Il y a un breakthrough, ouais. Leandro Riedi. Leandro Riedi, OK. Aïe, aïe. Jérôme Kim. Jérôme Kim, ouais. Ben oui. Oui, je pensais qu'il était... tu m'en avais parlé, on pensait qu'il était... moi, je pensais qu'il était américain, bref, tu m'as dit qu'il ne l'était pas. Ouais. Et Marc-Andrea Houssler en est un autre. Okay. Les autres, on peut passer à autre chose. En tout cas, bref. T'as-tu dit ta première étoile? Stan Wawrinka. Ah, OK, oui. OK, c'est bon. C'était ta première, ça. Ouais. Moi, la troisième étoile, c'est les Canucks, parce qu'ils ont perdu 11 matchs de suite. Finalement, ils ont gagné hier contre les Caps. Excellent moment pour débloquer. Guys, vraiment, là, je vous remercie. Vraiment, excellent moment pour débloquer. Ça vous aide, ça? Bien content de ça. Victoire de 4-3 face aux Caps. Je vous excuse pour les 11 matchs perdus avant ça. Deuxième étoile, toi, tu l'as mis premier, Stanimal, Mathieu. Stanimal. Stan the Man. Oui, moi, je sais pas. Moi, je pense que je suis plus vendu. J'aime Stan the Man, mais Stanimal, ça décrit son caractère, vraiment. OK. C'est un animal. Ouais. Ça décrit aussi sa posture sur le terrain. Sa posture sur le... Complètement barré, l'homme. J'ai jamais vu quelque chose d'autant droit. Sure. OK. I guess. Non, Stanimal, honnêtement, légende. Juste légende du sport.
pense 3 fois champion Grand Chelem. Là. J'espère pas me tromper en Bon, disant faire des ça. recherches encore. Puis, ouais, on en a fait aujourd'hui. Ouais, t'as bien raison, j'ai pas besoin de rechercher, il y en a 3. Ouais, écoute, c'est triste que cette carrière-là se finisse. C'est honnêtement un des meilleurs revers à une main de l'histoire. Ouais. Peut-être le meilleur. Top 3, ouais, certainement. Ouais. Et ça va nous manquer à tous. Là, je parle pour les fans de tennis parce que, écoute, le revers à une main, c'est quand même un art qui disparaît. Puis avec Stan, il y a une grosse partie, un gros chapitre de cette histoire-là qui va se fermer. Fait que c'est un joueur pour qui on a beaucoup d'admiration quand même. Puis de ce qu'il a fait aussi, de l'avoir fait au moment où il l'a fait. Parce que, tu sais, remporter 3 grands chelems dans l'ère Nadal, Djokovic, Federer. Chapeau. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça. Puis, ma première étoile, Mathieu, conclusion de la Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu, ce week-end. Sénégal. Et c'est le Sénégal qui a joué les troubles fêtes au Maroc. Le Maroc a essayé de jouer les troubles fêtes, mais le Sénégal, bref. Qui a battu l'équipe hôtesse. Si vous n'avez pas suivi les développements de ce match-là, allez voir ça. C'était dramatique. Il y a forcément des images qui circulent sur les... il y en a beaucoup, justement, des Marocains sociaux. Qui tentent d'enlever la petite serviette bleue. Oui, là. oui. Hey, oui, la serviette vaudou, là. Peu importe s'il y avait de la magie noire ou de la sorcellerie ou peu importe ce que les gens racontent par rapport à cette serviette-là. C'est faux, man. Je ne care pas si c'est faux ou si c'est vrai. Cette serviette-là a été la GOAT du match. Parce qu'elle a tellement distrait l'adversaire. Même Hakimi a voulu l'acheter de l'autre côté pour l'éloigner du gardien. Cette serviette-là était un acteur principal du match. Puis si ça se trouve, c'était juste une serviette banale qui avait été achetée chez Walmart. Donc, moi, je trouve ça très, très drôle. Puis je suis content d'aller ici aussi. Absolument. C'était mérité. C'était mérité. Puis encore une fois, la canne qui est fait jaser. Mention honorable aussi dans mes étoiles. J'ai traversé la barre des 100 points cette semaine. Fait que je voulais juste mentionner ça. Puis là, c'est 32 points. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes du côté de Apple Podcast et Spotify, bien sûr, ça c'est du côté audio. Et bien sûr, sur la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Vous écoutez Dans les Gradins, l'épisode 88 ou l'épisode André Vasilevski. Ouais, ça va t'appeler ça? Ah oui? Okay. Bon, bien hâte à ça. Soyez là la semaine prochaine. Et sur ça, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.